Good morning. Good afternoon. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Merci et bienvenue à La Voie à suivre, une conversation entre le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et l'administratrice de l'USAID, Samantha Power. Nos invités distingués sont ici pour parler de l'impact des crises qui se chevauchent sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous allons avoir une séance questions-réponses avec vous, le public, après cette discussion. Et maintenant, à vous la parole. Merci Noriana et merci à Samantha Power d'être ici avec nous aujourd'hui. Comme vous savez tous, le monde est dans une situation très complexe, surtout pour des personnes dans des pays les plus pauvres et les pauvres partout dans le monde. Tout est lié à l'inflation, les prix des denrées alimentaires, à la fragilité, les conflits. Nous travaillons tous les jours à la Banque mondiale avec ces questions et l'USAID est un partenaire dans ce travail. Nous allons parler aujourd'hui des enjeux et des situations aujourd'hui. Sam a beaucoup d'expérience avec les situations de vulnérabilité et j'imagine que nous allons discuter des crises immédiates, des prix élevés des engrais et des denrées alimentaires. La Banque mondiale travaille sur toute une gamme de problématiques liées au développement, surtout maintenant, nous avons constaté les prix élevés des engrais. Nous avons annoncé une initiative de 30 millions de dollars pour répondre à cette crise. Un des défis auxquels nous faisons face dans des pays spécifiques est d'identifier le bon programme. Nous travaillons en étroite collaboration avec les agences d'assistance au développement partout dans le monde, y compris et surtout avec l'USAID. Ceci dit, je vais maintenant commencer à parler des sujets du jour, la guerre en Ukraine, les prix des engrais, et Samantha, à vous. Merci et merci à tous ceux qui sont ici avec nous. Si vous êtes ici, cela veut dire que vous vous intéressez et c'est important. Nous allons parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi à la Banque mondiale, même si nous sommes presque voisins depuis les 60 ans de l'existence de l'USAID. Notre relation est parfois plus proche, plus distante. Et il faut travailler de façon concertée pour profiter de toutes les ressources dont nous disposons pour répondre aux besoins mondiaux. Ce serait dommage si nous ne travaillions pas en tant que partenaires, non seulement la Banque mondiale et l'USAID, mais aussi des autres agences de développement. Un grand merci à votre équipe d'avoir raccourci et d'avoir comblé cette distance entre nos agences. Nous pouvons parler de nos objectifs et de l'utilisation du financement, mais nous avons aussi établi une fondation du travail. Nous avons travaillé avec Janet Yellen au Trésor et d'autres représentants du gouvernement américain travaillent en étroite collaboration avec vous. Il est formidable de continuer à renforcer ces liens entre nos deux organisations. Il faut optimiser notre réponse. Il n'y a pas de réponse magique à ces crises. Il faut travailler, il faut renforcer ces liens. Et depuis mon temps à l'USAID, j'ai constaté qu'il y a quelques changements dans cette relation. Merci et merci de parler des exemples spécifiques. Samantha Power a beaucoup d'expérience dans ce domaine qui influence son travail à l'USAID. Nous allons maintenant parler de l'Ukraine et de l'avenir de ce conflit. Nous pouvons aussi parler des denrées alimentaires et des engrais. Mais commençons avec la guerre en Ukraine.
Comment est-ce que le gouvernement peut continuer à fonctionner pendant la guerre? Cela a été un point focal pour la Banque mondiale. Nous continuons à travailler avec les États-Unis pour réaliser ces objectifs. Nous avons lancé 2 initiatives, une initiative au mois de mars et une initiative que nous avons lancée la semaine dernière pour essayer de soutenir et de fournir un financement pour les salaires des travailleurs hospitaliers, les pensions, les programmes sociaux. Mais il faut aussi penser aux efforts de reconstruction. Tout cela est lié aux questions de stockage des produits alimentaires et d'autres questions importantes. D'abord, je vais prendre un peu de recul pour reconnaître ce que vous avez réalisé dans les situations de conflit. J'aurais préféré que l'Ukraine ne soit pas un pays qui fait face à un tel conflit. Nous n'avons pas voulu faire face à encore d'autres guerres en février de 2022, mais le président Poutine avait d'autres idées. Nous avons vu la militarisation de la famine mondiale et le président Poutine essaie d'utiliser les sanctions comme il blâme des sanctions pour cette famine mondiale, mais quand en fait la vraie cause est le blocage des ports ukrainiens et le blocage de l'exportation des huiles végétales et des denrées alimentaires ukrainiennes, qui sont importants partout dans le monde et surtout en Afrique. Le soutien direct pour le budget est essentiel. Le gouvernement ukrainien, je pense que beaucoup de choses ont changé depuis l'époque où j'étais l'ambassadrice à l'ONU. Je me souviens bien de l'année 2014 et il y a beaucoup de différences entre l'Ukraine de cette époque, qui a été un pays bénéficiaire des programmes de l'USAID, et après la révolution de dignité en 2014, nous avons vu des progrès accélérés depuis l'invasion russe de la Crimée en 2014 jusqu'au 24 février. Voilà ce qui a été une menace au point de vue du président Poutine. Nous allons continuer à travailler pour réaliser l'intégration dans les marchés européens. Les pays qui faisaient partie du bloc soviétique ont connu des grands changements économiques par rapport à la compétitivité. C'est assez impressionnant. Des changements avec d'autres programmes ont été étonnants. Je vais en parler davantage plus tard. Nous avons vu des processus d'approvisionnement plus transparents. Nous savons qu'il faut avoir un système de vérification, un système de limite. Et en Ukraine, nous avons constaté que ces systèmes ont été de plus en plus renforcés malgré l'influence des oligarques avec le soutien russe en Ukraine. L'Ukraine était sur la bonne voie et nous ne voulons pas perdre de vue ses objectifs et ce chemin, même en pensant aux choses qu'on n'avait pas pu penser possibles avant. Le besoin de compléter le financement de l'État pour les populations vulnérables, pour les pensions. Ce n'était pas le chemin de l'Ukraine avant la guerre. Mais vu les changements qui ont été réalisés, nous savons que l'Ukraine était en train de sortir de la dépendance pour devenir un pays indépendant. Mais pour parler du soutien direct budgétaire, pour ce gouvernement,
Les coûts de la gestion de la guerre sont entre 5 et 6 milliards de dollars chaque mois. C'est frappant. Et vous êtes plus expert que moi dans ces domaines, mais les mesures qui ont été entreprises pour répondre à l'invasion, par exemple pour permettre la circulation de l'assistance humanitaire pour des personnes qui étaient en train d'être bombardées ou déplacées. Nous voyons que le Trésor a de moins en moins de recettes avec la destruction de l'industrie, destruction des hôpitaux, destruction du secteur privé. Une grande partie de l'économie ukrainienne, de la vie ukrainienne, a été dévastée par ce conflit. Cela représente une distraction de ce qui a été une économie très efficace. Pour nous tous, il faut réfléchir pour savoir comment combler ces lacunes. L'USAID faisait partie de l'engagement du président Biden pour allouer des milliards de dollars pour le fonds fiduciaire de la Banque mondiale. Nous sommes un partenaire ici à Washington. Nous allons ajouter 7,5 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l'Ukraine. Nous essayons de trouver la voie qui créera un système de redevabilité et qui fonctionnera. Nous savons que l'Ukraine aura besoin de plus de soutien budgétaire à l'avenir et nous pensons qu'il est important d'être capable d'aller au Congrès, au peuple américain pour dire voilà, nous avons dépensé cet argent de façon efficace et transparente. Donc il faut trouver le bon système pour créer cette redevabilité et pour encourager cette transparence sur les dépenses et tout cela dans une manière qui rassure les bailleurs de fonds, non seulement les États-Unis qui financent ce fonds fiduciaire, mais je pense que c'est un investissement essentiel dans l'architecture de durabilité. By ensuring that sufficient guardrails are in place for us to feel good about how that money is going to good use. I was interested in the historical, Ukraine was changing, and in many ways, it's other developing countries are also going through the effort to have a structure that can really generate more growth and raise median incomes, reduce the poverty levels. So we were working with Ukraine quite a bit on the regulatory environment. So how do you have some independence within regulators in a country that had been dominated by the Soviet system? How the land reform was important, and we're still working to have other parts of that. The ability of people to sell their land and to buy land as farmers create more productivity is important, and I think that will be an important part of the rebuilding effort down the line. And then energy transformation and also the transport systems within Ukraine, they were all organized toward supplying the Soviet Union, going the other way, and building systems that help Ukraine reach markets in Europe is important. I'll just have one more issue on Ukraine, and then I want to look at fragile and conflict situations elsewhere. The storage of grain is proving problematic in Ukraine. For one, Russia is conducting a war, and so not making it easy to store the grain that's there. I was just in Copenhagen last week, where, and interestingly, Denmark is, as people know, a very agricultural economy and is very involved in agriculture in Eastern Europe. And one of the problems that was brought to my attention is the lack of drying equipment in Ukraine. So as the grain comes out of the fields, it needs to be dried and then stored. And so the logistics problems of actually preparing the grain and then putting it in giant bags or in warehouses or silos to store it for the future is proving
problematic. So I think as we turn into the Africa food crisis, the amount of grain being lost in Ukraine is a compelling issue. Yeah, I'd love to speak, if I could, just of the linkage between the two, and again, start by noting that there is no amount, I suppose there is, conceptually an amount of humanitarian assistance that would meet global food needs as we project them, but there's realistically not a sufficient amount of humanitarian assistance or resources being dedicated to humanitarian assistance that is going to allow merely meeting the symptoms of these interlocking crises of COVID, climate, conflict, and then compounded again by Putin's man-made conflict most recently. We need this sort of toolkit, right, that includes everything from a mad scramble to enhance fertilizer production on the fly, and that's why Tom Vilsack, our Secretary of Agriculture here, with President Biden's support, is making an additional $500 million available to enhance domestic fertilizer supply so we can add more fertilizer to the global pool, try to bring down prices, because already you're seeing not only the practical effects of that on planting and on harvesting, but also the social unrest associated with farmers not being able to afford fertilizer in a manner that is risking instability everywhere from Sri Lanka to Lebanon to Ethiopia to even further in southern Africa. So I think I'm mentioning this because I do think, like we at USAID, we have these programs in regulatory reform. We have these long-standing agricultural relationships. And then we, USAID, unlike you, right, we do humanitarian assistance, which is these days in a country like Ukraine and many of the countries in Africa that are vulnerable, about putting money in people's bank accounts and letting markets work. It's actually just giving them cash to be able to buy food, as food especially becomes, more out of price reach. But it also involves, of course, the provision of commodities, depending on where we're talking about. But so we have the humanitarian and World Food Program and UNICEF and UNHCR and others in the international system with donor backing contributing to that. But what is unusual, I think, is that we have to refashion our tools in the regulatory space, as it relates to deterring export bans and restrictions, as it relates to pre-existing agricultural programming, drawing on these relationships, this trust, but a kind of, a methodical pace. We now have to bring an emergency mindset to these really significant pivot. And if I just say one word on the Ukraine storage/blockade issue, it really is important in those countries where the World Bank has programs. I'll just take Sub-Saharan Africa as one example, because you're so present there and doing such important work. But the voices of those governments, it need not be a condemnation or anything along the lines of what the United States does, but the advocacy by those governments to let the grains go, to let that wheat and oil and corn supply back out on the global market, and the advocacy for Russia itself to lift the export controls that it has put on its fertilizer supplies, which predated this war, and which, of course, Putin is trying to blame the fertilizer crisis on sanctions, but Russian fertilizer is exempt from sanctions. But I do think that we can't give up, not least for the reason that you alluded to, but we can't give up actually on what the Secretary General is doing now, the UN Secretary General, which is trying to actually create a pathway for blue corridors to move the harvests that have been gathered already out of Ukraine. If it doesn't happen, we are going to need more storage facilities. So how do we team up with the rest of the international community to make sure, because otherwise, where are farmers going to put the next crop they harvest? Never mind the question of how would they be incentivized to keep planting when they haven't made money off the prior supply. And that's where, again, this question of direct budget support or social safety nets or subsidies or incentives of some kind, come in. But the point is, we're on this, everyone has long talked about this humanitarian to development continuum.
And the World Bank has, moved into conflict areas more and more to be a vital player in this space. But here, again, it's almost a different point, which is how do we emergencyify, right, the more structural discussions that we're having, and such that we could end up 3 or 4 years from now and saying that was the moment in which they learned how to use fertilizer more efficiently in a manner that, even when fertilizer prices come down, ends up meaning a higher profit margin, for the farmers themselves. With regard to Africa, just briefly, because I'm sure there's lots to say on that, or I should say the global food crisis, because it extends, to our hemisphere as well. We just announced more than $630 million at the Summit of the Americas for additional humanitarian assistance in this hemisphere. So there's a lot of focus on 2.2 million dead livestock in Ethiopia, on the fact that 86% of Egypt's wheat, comes from Ukraine, 81% of Lebanon's, the fact of Somali acute malnutrition, which is already killing children in Somalia, which again is a set of pre-existing conditions, 4 successive seasons of drought compounded now by these new shocks induced by Putin. And so here again, the toolkit is more humanitarian assistance, unsatisfying though it is, because it's not actually dealing with the structural issues that are longer term, but it's incredibly satisfying in the sense that it is what people desperately need, but combined with these structural interventions that allow for some optimization against the backdrop of the inputs and transport and other mechanisms these countries have for bringing food online. But you're going to see out of this crisis, countries in Africa becoming larger exporters than they've ever been. So there will actually, even within vulnerable regions, be sectors, again, as you know better than I do, that will be able to pivot and benefit and meet some of the needs that have been identified, but only if we collectively hustle like we've never hustled before and move money more quickly, whether that's, again, safety net money or money to allow the provision of drought-resistant seeds in communities we've never reached before as USAID or as the World Bank. But this is the exercise we're involved in now, is an emergency mindset for a set of long-standing development programs that just need to pivot. Yeah, the needs are immense. So I'm going to just recount a few of the engagements that we have that you mentioned. In Lebanon, we just did an operation. Lebanon found itself with no storage and with no ability to put in orders because their creditworthiness had declined. So we're helping with that. We have an operation coming on Egypt next week that will combine the need for more actual purchases, but also with better storage. And so avoiding food waste is one of the systematic improvements that we can help countries make at this particular time as they begin to look to the future or try to get through the immediate crisis. In Sudan, I know we're working together on trying to find a way through because the military has taken over. It interfered with our social safety net systems, and we're looking for ways to get money directly to people. So some of the themes that we're doing, and we just this morning, our board met and approved a program on East Africa that is that combines agricultural systems changes and actual aid going into countries in the Horn of Africa, which are devastated by drought. And so we're trying to combine immediate aid with agricultural reforms and also with social safety nets. We've found that so for people, even in the poorest countries, that you can give them food, and we work with the World Food Program, with AID and others to give food, but most valuable, and this is important to the women and vulnerable within the countries, is actual money, because then they can buy what they want, not what is being received by
by the country from abroad, let's say. And one challenge that we're finding is the social safety, is in really improving the social safety nets. We're working in Ethiopia and Sudan. Sudan has a functioning social safety net. Somalia has some ability to do that through cell phones and other ways to actually get money to people. Ethiopia is still trying to develop that, and we're working with them on cell phone licensing systems that would allow people to have money. We're coming out actually today with our Findex report, and one of the interesting findings of that is that people now in even the poorest countries, when they have a functioning social safety net that operates through the mobile phone providers, they can actually use it as a savings account. Now, savings for a poor person may mean $10 that they have saved for next month that they didn't have to have this month. In other words, even the smallest amount of savings that can be mobile, that can be used oftentimes at the woman's discretion when she needs it next month, is life-saving for these. So we're pushing forward hard with trying to have digital social safety nets in more countries that are available, because it gets when you're distributing cash or in-kind goods, physical cash or in-kind goods, it's given to corruption that you mentioned, to the man taking the savings away, and so having a digital system is important. I didn't want to lose, and I'll throw back to you. Et maintenant, je vais vous repasser la parole. Vous avez fait un appel à la Russie pour mettre un terme à ce blocus. Vous avez aussi dit qu'il faut être très clair avec les pays, que les pays devraient faire preuve de leur opposition à la guerre russe. Il faut de réclamer la fin de la guerre et de permettre l'exportation des céréales de la mer Noire. Oui, David, et je vais ajouter que le vote aux Nations Unies était à 141. Et pour l'ONU, c'est une vote qui n'est pas très commune. Souvent, c'est un moyen pour les pays en développement se sont cachés. Les pays ne voulaient pas se trouver entre deux puissances et deux rivaux. L'invasion russe, c'est entre la Russie et les États-Unis. Souvent, les pays en développement n'ont pas participé. Mais beaucoup de pays ont voté pour condamner cette guerre. Ces pays ont compris que c'était une violation de la loi internationale. Ces pays ont compris qu'il fallait défendre ce droit de souveraineté. C'était un principe essentiel. Mais il y a quand même un ensemble de pays qui sont très vulnérables à la crise alimentaire et aux effets de blocus de Poutine, qui n'ont pas voté et qui ne démontrent pas leur opposition à la guerre. Ce n'est pas comme nous, aux États-Unis, qui ont imposé des sanctions, qui essaient de créer un sens de redevabilité pour cette guerre internationale. C'est le moment pour exploiter ces canaux. Il faut condamner ce qui se passe dans un pays souverain des Nations Unies. Mais le bien-être de la population nationale est souvent une raison pour dire qu'il faut reconnaître que c'est une question de la décision d'un homme. Je vais parler maintenant, passer au prochain sujet, les réfugiés. Vous avez été très impliqué dans la protection des réfugiés. Nous savons que c'est une question importante en Ukraine, mais aussi pour
beaucoup de populations africaines. Il y a des populations qui ne peuvent pas rester dans leur pays ou dans leur ville natale. Ils sont obligés de partir. À Copenhague, il y a une base de données sur les réfugiés. C'est une initiative très importante en Europe et nous allons continuer à travailler avec l'Europe et avec les bailleurs de fonds partout. Nous avons des réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Roumanie. Je suis allée en Roumanie, en Pologne au mois de mars et j'ai vu la situation des réfugiés. Les États-Unis ont la loi sur la fragilité et un certain financement avec cette loi qui nous aidera à faire des progrès. Pour nous aussi, il y a des questions des flux des réfugiés et nous sommes tous confrontés par un grand défi en Afrique avec la circulation des armes et des armes à feu qui est une cause de ces flux des réfugiés. Ce sont les armes très sophistiquées qui commencent à être circuler dans la région. La Banque mondiale a mené plusieurs efforts dans beaucoup de pays pour répondre à ces flux des armes, à la circulation des armes au Nigeria et dans d'autres pays qui ont été touchés par cette crise. Je ne sais pas si on devrait ouvrir le débat aux questions ou si nous devrions parler encore de l'Ukraine, des réfugiés. Quelle est la prochaine partie? Merci beaucoup, Président Malpass. Merci, Madame Power. Nous allons maintenant passer à la séance questions-réponses. Pour respecter la distanciation sociale, nous vous demandons de ne pas faire la queue, mais de simplement poser la question et après retourner à votre place. Nous avons une question qui a été posée en ligne sur la résilience. Vous avez déjà parlé de la résilience. Nous avons constaté qu'on ne peut pas prédire les crises. Qu'avons-nous appris de la résilience en réponse à ces crises qui se chevauchent? Je serai très bref, je ne vois pas beaucoup de personnes qui approchent les microphones, mais je vous encourage à poser vos questions ici. Mais quelques commentaires. Quand nous parlons des exportations, des importations, nous avons noté le besoin de doubler les efforts, de ne pas être dépendant d'un seul pays. Parfois, on est découragé parce qu'on a appris la même chose au début de la pandémie. Et maintenant, nous avons vu les effets sur les pays africains avec ces crises, ces multiples crises qui sont la cause de cette crise alimentaire. Il faut réfléchir à toutes les sources, toutes les ressources dont nous avons besoin. Par exemple, les engrais. Il faut renforcer la résilience pour répondre aux chocs. Un moyen, par exemple, à la Moldavie, 98% des pommes en Moldavie ont été exportées vers la Russie depuis longtemps, depuis l'Union soviétique. Si vous êtes le gouvernement moldave et vous voulez créer un marché pour les pommes, même sans des enjeux politiques, simplement les questions logistiques, comment pouvez-vous faire exporter vos pommes vers la Russie? Il est possible que le marché russe existera pour toujours, on l'espère bien. Pour l'instant, l'USAID travaille avec des pays de l'Afrique du Nord pour expliquer qu'il y a des pommes délicieuses qui peuvent être transportées vers l'Afrique pour
éviter la périmation de ces stocks de pommes, mais c'est aussi un moyen de diversifier ce portefeuille pour avoir plus de variétés de pays récipients. Merci beaucoup, Madame l'administratrice. Nous avons une question du public. Je m'appelle Amanda Cochler. Je suis administratrice ici. Merci Sam, merci David pour cette conversation fort intéressante. J'ai une question par rapport à la sécurité alimentaire. Je suis ravie de savoir que nous avons des initiatives à la Banque mondiale avec des engagements pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Je sais que l'USAID a été un partenaire clé en Afrique et en Afrique subsaharienne et dans la Corne de l'Afrique. Je pense que nous avons déjà vécu cette expérience. Nous pouvons parler des années 70 ou même de 2007-2008 avec la crise alimentaire. Première partie de la question est plutôt par rapport aux engagements sur le moyen terme, sur le long terme. Oui, bien sûr, il y a un sens d'urgence avec ces crises qui se chevauchent, avec la pandémie, avec la crise économique. Et maintenant, nous avons la complication supplémentaire de l'invasion russe. Nous avons déjà reconnu le fait qu'il faut continuer à travailler pour renforcer les filets de sécurité sociale, pour renforcer la résilience à l'insécurité alimentaire. Mais comment prévenir les crises futures? Faut-il améliorer la production en Afrique subsaharienne? Il faut produire les engrais, non seulement les engrais chimiques qui ont des effets néfastes sur l'environnement, mais d'autres formes d'engrais. Il faut aussi améliorer notre utilisation des terres arables et de nos ressources hydriques. Je pense que cette fois-ci, il ne faut pas se retrouver dans la même situation d'ici 10 ans. Deuxième question, et plutôt une question sur les enjeux liés au genre. Nous savons que avec l'insécurité alimentaire, les femmes et les filles sont plus vulnérables. Je pense que pour l'instant, nous ne comprenons pas très bien les raisons. Nous ne savons pas si c'est une question des raisons liées au marché ou aux décisions prises par le ménage. Je pense qu'il faut travailler pour combler cette lacune. Je vais répondre brièvement. J'aimerais entendre plus de questions, mais je vais tirer parti de la question sur la résilience. Vous avez posé la question comment renforcer la résilience. Et je pense que c'est important pour éviter les crises futures. Si nous pensons à 2011 avec 260 000 personnes qui sont mortes dans un pays africain à cause d'une famine. En réponse, l'USAID a créé un programme Feed the Future, alimenter l'avenir. Je pense que ce genre de programme est la bonne réponse, mais chaque ajout de ressources à ce genre de programme, le travail effectué par la Banque mondiale est important. Ce programme Feed the Future n'existe que dans certains pays. Nous allons continuer à travailler avec des ministères pour partager les informations sur les innovations pour répondre à la sécheresse, le traitement des semences, les stratégies agricoles. En principe, ces connaissances, chaque personne qui a accès à ces informations peuvent bénéficier, mais il faut encourager le partage des connaissances. Et je pense que nous pouvons encourager d'autres pays à participer à ces solutions de long terme. Il faut reconnaître qu'en 2011,
on n'avait pas tous compris les mêmes enjeux. Il y a des endroits où on n'a pas assez d'eau. Il y a d'autres endroits où on a des problèmes de sécheresse. Nous sommes tous confrontés et nous reconnaissons tous les impacts du changement climatique. Même sans l'invasion russe, nous savons que nous allons faire face à une crise alimentaire sans précédent. Je pense que les changements récents, le fait que nous avons maintenant des données qui nous montrent que nous n'avons pas assez de résilience dans nos chaînes d'approvisionnement alimentaire, il faut aussi avoir des mesures de cette résilience. Les personnes vivent une meilleure vie. Et il est important de tout mettre à l'échelle. Il ne faut pas penser simplement au modèle, mais à comment mettre ce modèle à l'échelle. Il s'agit d'utiliser le moyen de levier que nous avons maintenant, utiliser différentes sommes d'argent en matière de résilience. Nous avons 763 millions au-delà de Feed the Future. Quand vous avez ce nouvel argent, ça vous donne un pouvoir de levier, même dans une crise, voir comment cet argent peut être dépensé. Et pour répondre au point de David et le vôtre, si on peut utiliser le dollar de façon plus efficace, si ça va à la femme, la chef du ménage, les études sont là, et faire en sorte que les gens adhèrent au niveau national pour ce genre de filtre, voir comment on pense au programme. On sait que c'est plus efficace et quand les pays veulent les ressources, un usage le plus optimal aux ressources, c'est une façon de faire avancer les questions de genre plutôt que d'avoir des femmes et des communautés marginalisées. Là, c'est un moment pour nous pour utiliser cette connaissance et l'on sait que d'avoir ces femmes en avant, c'est une façon de réussir là où nous ne l'avons pas fait auparavant. Tout à fait. Et on met l'accent également sur le climat d'entreprise, que les femmes soient entièrement intégrées. Nous avons donc cette dynamique dans les pays. Ça permet d'atteindre une certaine résilience. Les petites entreprises peuvent rebondir ou être plus agiles dans un environnement qui change. Si c'est le changement climatique, il faut que les petites entreprises qui le perçoivent et achètent les graines qui soient le plus efficaces, sans parler de l'engrais. Et donc la Banque mondiale, dans ce domaine, au niveau de l'espace changement climatique, nous avons des cibles dans 18% de notre financement. C'est pour l'adaptation, soit la moitié de nos cibles en matière de changement climatique. Ça permet d'aider de façon explicite la résilience des pays dans cet environnement qui change, que l'on connaît. Et je voudrais mentionner également, revenir, j'ai encore 2 points. L'un, je crois qu'il y avait des erreurs faites en permettant cette dépendance du monde sur la mer Noire et les exportations qui sortent tant de l'Ukraine que de la Russie. C'était les producteurs low cost à bas prix et les programmes alimentaires internationaux auraient dû acheter des produits locaux et en Afrique et dans le monde en développement en général. Même si ça coûte plus cher, il y a la tendance à dire oui, on peut obtenir davantage pour $1. On en a plus de son argent si on achète au meilleur marché. C'est vrai en boiseau, mais ce dont on a besoin, c'est la résilience au niveau des producteurs. Je voudrais revenir à la numérisation. Il s'agit là,
et le flux de l'information. Une des meilleures choses que l'on peut faire de la perspective de la résilience, c'est d'avoir des gens, même en région rurale, faire en sorte qu'ils aient des informations sur ce qui se passe. Ils peuvent s'adapter, soit ils peuvent changer les récoltes qu'ils cultivent ou passer à un autre endroit qui soit plus sûr. Et donc, pour aller plus avant avec la numérisation, ça aide au niveau du système éducatif, faire en sorte que les gens soient instruits, même dans des environnements à conflit, sans parler du filet de sécurité. Et c'est un des grands efforts pour la Banque mondiale et l'IDA d'avoir davantage d'accès à l'information numérique, mais d'en faire meilleur usage. Ça a trait à l'engagement. Je vais parler davantage. Nous allons sortir le feedback. Je vais parler avec Bill Gates cet après-midi sur ce sujet. Quelle avancée technologie font en sorte qu'il soit possible que même les gens dans les pays les plus pauvres aient accès à l'information numérique sur leur téléphone, leur smartphone. Un téléphone 2G, 3G devient vraiment une planche de salut. Encore une dernière question, et qu'elle soit brève, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante. Je m'appelle Yasmine Higo, je suis étudiante à Cornell et je travaille comme consultante dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Vous avez mentionné que davantage de pays africains peuvent devenir des exportateurs en conséquence de cette guerre. Quel soutien, quel rôle la Banque mondiale et l'USAID peuvent jouer pour que ces pays puissent amplifier leurs ressources? Quel peut être le rôle de l'accord de libre-échange africain s'agissant de soutenir ces pays pour devenir plus autonomes? Merci infiniment. Je vais laisser à David de parler au nom de la Banque mondiale. Je dirais, quant à moi, qu'il s'agit là, compte tenu de toutes ces mauvaises nouvelles, c'est une partie exaltante. Ça paraît un peu curieux de dire cela. Il y a des choses qui brisent le cœur à travers le monde et on ne peut pas exagérer à quel point cette crise est dévastatrice. Et si les chiffres de la Banque mondiale sont justes, tout accroissement de l'alimentation projette des millions de gens dans des positions précaires, mais il y a cette attention de la part des dirigeants dans nombre de parties du monde auxquelles nous avons fait allusion, y compris l'Afrique subsaharienne, où les chefs d'État sont maintenant responsables de la production agricole et pour le commerce régional, le commerce dans leur domaine par exemple, allant de l'Afrique subsaharienne jusqu'au Moyen-Orient. Pour répondre à votre question, ce que l'on peut faire, nous avons eu la chance, avec le 4,3 milliards de dollars en aide humanitaire que nous pourrons financer compte tenu de la crise ukrainienne. Nous avons accordé 700 millions de dollars en programme sécuritaire. Il y a toute cette gamme des soutiens en matière de filet de sécurité. Et deuxièmement, prendre la programmation qui a marché dans une partie du pays, dans ces programmes que j'ai mentionnés, tels que la cartographie du sol, avoir un accès précoce à l'information de façon numérique et autres pour que l'agriculteur sait ce qui se passe. David a parlé de stockage compte tenu des gâchis alimentaires. 40% de la production nigériane est gaspillée. Ce n'est pas une question seulement de stockage, mais l'investissement de l'USAID de façon catalytique pour le stockage à froid pour certains acteurs privés
donc se charge de cela. Nous pouvons baisser le risque pour d'autres investisseurs. Nous accepterons les premières pertes si l'on peut intégrer le financement privé. Il y a également des graines qui résistent davantage à la sécheresse, qui sont tout à fait adaptées à certaines communautés, mais il y a des intrants qui existent auxquels les agriculteurs n'ont pas accès. Il y a un certain savoir-faire. Nous avions un programme en Éthiopie pendant 3 ans qui a baissé de 80% la quantité d'engrais utilisés et a permis d'amplifier les rendements. Donc les gens s'intéressent de plus en plus. 700 millions de dollars, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins, mais nous pouvons accroître cette collaboration et peut-être un de nos programmes de l'USAID, s'il a marché, on peut s'assurer que cette information, ce savoir-faire a pu s'acheminer dans les capillaires de la Banque mondiale, dans son écosystème, dans la mesure où vous avez ce financement que vous avez mis à disposition, et de même tout que vos équipes connaissent du terrain où les choses sont testées. On n'a pas besoin de réinventer la roue, mais on glane cette information et on utilise ces informations pour mettre à échelle, voir ce qui marche à travers le monde. On ne peut pas se permettre de ne pas emboîter le pas à l'avenir. Nous essayons de travailler avec les plateformes pays par pays, si les différentes organisations qui s'intéressent, ainsi que les ministères du gouvernement, le secteur privé et la société civile de ce pays s'unissent pour parler de voir quelles semences marchent, ou quelles nouvelles technologies peuvent être réduire le gâchis alimentaire et je voudrais mentionner l'importance du financement au commerce. Et le bras commercial essaye de garder ouvert les lignes commerciales sous tellement de pression des systèmes bancaires et des efforts de par les systèmes bancaires. Afin de connaître ses clients, c'est vraiment problématique pour les petits exportateurs de ces pays. Je crois que également cet élan, ça m'en a parlé, d'avoir des pays, ne pas imposer des interdits, c'est important. Et je plaiderai en faveur de ne pas avoir de contraintes en matière d'importation. Il faut parler des quotas de cacahuètes, sucre, et autant d'interdits que nous avons aux États-Unis. Quand on pense au programme éthanol qui dévore une grande partie du maïs mondial, c'est quelque chose qui devrait faire l'objet d'études. On devrait en parler alors qu'on parle de la crise alimentaire. Que je voulais parler surtout de cette information, de cette connaissance tout à fait critique par rapport à 2008-2009. Le monde se porte mieux. Il y a moins, je crois, de ces limites à l'exportation qui étaient tellement problématiques en 2008-2009. On se concentre davantage sur le stockage et la qualité des récoltes qui sont poussées vers le marché alimentaire international. Mais du côté négatif, le grand saut dans les prix énergétiques et pour le gaz naturel, alors que l'Europe achète le gaz naturel convertible, ça entrave le marché des engrais à travers le monde. Je suis inquiet par rapport à l'année prochaine, sans parler des crises de cette année. Que faire maintenant? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, nous devons conclure. Applaudissons bien fort nos intervenants. Merci à Samantha Powers, administratrice de l'USAID et de la Banque mondiale. Nous étions ravis d'avoir ce public. Merci pour ces
formidable question. C'est un sujet vital pour nous et nous sommes très préoccupés, comme nous l'avons indiqué, et nous apprécions tout le travail que font les uns et les autres dans nos différentes agences. Nous avons des équipes, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes bien adaptés à ce moment pour cette cause. Il faut donc faire le maximum pour ces gens particulièrement vulnérables. Merci à tous. Si nous n'avons pas eu l'occasion de répondre à votre question, on vous encourage à poursuivre ceci en ligne.